Pourquoi tu me regardes? T'aurais pas perdu du poids toi ces derniers temps? Si, 13 kilos en 5 semaines. La vache, c'est énorme. T'as pas mangé pendant un mois ou quoi? Si, bien au contraire, j'ai augmenté mes apports en graisse. Attends, t'es en train de me dire que t'as maigri alors que tu manges plus gras qu'avant? Eh ouais, c'est exactement ça. Mais comment c'est possible? Je croyais que le gras c'était le mal absolu, qu'il fallait à tout prix l'éviter. Non, pas du tout. Franchement, faut pas que t'aies peur des graisses, bien au contraire. D'ailleurs, c'est l'un des principes fondamentaux de l'alimentation paléo. Tu te rappelles, on en a parlé dans le premier épisode. Ah oui, je me souviens très bien. L'alimentation paléo, c'est le régime qui a accompagné nos ancêtres pendant des centaines et des centaines de milliers d'années. Et qu'on a complètement chamboulé avec notre alimentation moderne, c'est bien ça? Exactement. D'ailleurs, quand tu adoptes cette alimentation et que tu manges moins de sucre, plus de graisse, tu maigris. Putain, mais c'est génial ce truc. Et si j'ai pas de poids à perdre? Dans ce cas, tu ressentiras tous les autres bienfaits du régime paléo. Plus d'énergie, plus de motivation, moins de fatigue, une meilleure mine et tu vas gagner même 1 heure de sommeil par jour. Ah ouais, c'est clair que vu comme ça donne envie. Donc j'ai bien compris, moins de sucre et plus de bonne graisse. Alors, lipides, saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Non mais c'est le bordel aussi ce truc, comment tu veux que je m'y retrouve? Justement, je te propose un truc. On se fait un épisode sur les différents types de graisses. Je t'explique lesquelles sont bonnes et comment on les reconnaît. Ensuite, je te donnerai plein de conseils pratiques pour les choisir. Et tu auras même un super bonus si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Ça te va? Allez, c'est parti. Et oublie pas de t'abonner. Alors, commençons par les bases. Est-ce que tu connais les 3 grandes sources d'énergie? Ouais, ça c'est facile. Les glucides, les lipides et les protéines. C'est exactement ça. Il y a aussi l'alcool, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, glucides, lipides et protéines. Ce sont les 3 grandes familles de nutriments qui apportent à ton corps toute l'énergie dont il a besoin. Les glucides sont la source la plus facile et la plus rapide à utiliser. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est utilisée par tes cellules est directement fabriquée à partir du glucose. En gros, ton corps n'a pas besoin de les transformer pour les utiliser. Et c'est justement cette assimilation un peu trop rapide qui pose problème. On va y revenir. Ensuite, tu as les protéines, qui peuvent être utilisées comme énergie sous certaines conditions. Par contre, ton corps ne peut les stocker que sous forme de muscles, et il doit les détruire pour en extraire l'énergie. C'est ce qui explique qu'en cas de jeûne prolongé, tu peux perdre de la masse musculaire. Enfin, les lipides, les fameuses graisses. Tu sais, celles qu'on t'a présentées comme étant les responsables de tous les problèmes de santé, alors que pourtant, quand elles sont bien choisies, c'est la meilleure source d'énergie. Le gras, c'est la vie. Bon, je n'irai pas jusque-là. Mais avec les connaissances que tu vas apprendre ici, tu vas pouvoir reconnaître et consommer les bonnes graisses, celles qui vont t'emmener des vrais nutriments, du goût, du plaisir sans privation. Maintenant qu'on sait tout ça, la question qu'on peut se poser c'est quelle est la répartition la plus adaptée à mon corps? Autrement dit, quel est le ratio optimal entre les glucides, les lipides et les protéines? Si tu regardes nos vidéos, tu sais qu'on défend une alimentation type paléo, qui s'inspire de nos ancêtres. En fait, c'est juste l'alimentation logique qu'on devrait tous avoir, car c'est elle qui nous a accompagnés pendant des centaines de milliers d'années d'évolution. Je te propose un truc. On regarde la répartition qu'on a aujourd'hui, on regarde celle de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs et on voit s'il y a une différence. Moi, ça me va. Donc voici les apports que nous fournit l'alimentation moderne. 50 à 55% de glucides, en rouge. 25 à 30% de lipides, en jaune. 15% de protéines, en bleu. Maintenant, les apports de l'alimentation ancestrale. 20 à 25% de glucides, 55 à 60% de lipides et 15 à 20% de protéines. Qu'est-ce que tu observes? Alors, les protéines, bon ça n'a pas trop bougé, mais les lipides et les glucides, non, mais ça s'est complètement inversé. Si je comprends bien, on a délaissé les graisses au profit des sucres. C'est exactement ça. En fait, pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient de la cueillette et de la chasse. Ils avaient une alimentation riche en bonnes graisses et très pauvre en sucre. Ensuite, il y a 10 000 ans, on s'est mis à cultiver des céréales, mais alors beaucoup trop riches en glucides. Mais ça, on en a parlé déjà dans une de nos vidéos, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Tout à l'heure, je t'ai dit que ton corps utilisait en priorité le sucre, parce que c'est plus simple pour lui. Il n'a pas besoin de le transformer. Du coup, quand tu lui présentes des sucres et des graisses, il tape d'abord dans les sucres et stocke les graisses. Ah, je crois que j'ai saisi. Si on mange moins de sucre, notre organisme va se retrouver à court de glucides et il sera obligé d'utiliser les graisses comme source d'énergie. C'est ça. Et cette alimentation où on utilise justement les bonnes graisses comme source d'énergie, c'est ce que l'espèce humaine a fait tout au long de son évolution. Enfin, jusqu'aujourd'hui. Par contre, quand tu reviens à ce modèle alimentaire, ton corps réagit très positivement puisque les gènes que t'ont transmis tes ancêtres fonctionnent de cette manière depuis plus de 2 millions d'années. Et dis-toi bien que les personnes qu'on voit là mangent plus de bonnes graisses qu'avant. Franchement, c'est impressionnant. C'est complètement logique en fait, mais depuis tout à l'heure, tu me parles de bonnes graisses, donc il doit y en avoir des mauvaises. Alors comment on les reconnaît? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. Tu sais ce que c'est ça? Oui, ce sont les valeurs nutritionnelles qu'on trouve sur les produits. Est-ce que tu les regardes avant d'acheter un produit? Pas vraiment, en plus c'est compliqué, j'y connais pas grand chose. On va la regarder ensemble, tu vas voir, c'est très simple. Et si jamais un conseil à te donner, choisis toujours tes aliments en fonction de ce tableau et non pas de la face avant. Les industriels dépensent des fortunes pour créer des packaging qui poussent à l'achat, alors ne te fais pas avoir et regarde toujours l'étiquette arrière. C'est là que tu trouves les infos les plus importantes. Le reste, on s'en fout. Je précise qu'ici, on va s'intéresser qu'aux graisses.
Alors la première ligne que tu vois, c'est les graisses saturées, qu'on appelle aussi acides gras saturés. Tu peux les reconnaître facilement, ce sont toutes les graisses qui sont solides à température ambiante. Le beurre, le fromage, le sein doux, la viande, l'huile de coco, etc. Les acides gras sont des molécules qui possèdent une longue chaîne carbonée, avec au bout un groupement acide, d'où le nom acide gras. On dit qu'elles sont saturées car elles n'ont plus de liaison disponible, comme tu peux le voir ici. Et ces graisses ont une très mauvaise réputation, car c'est ici qu'on trouve le cholestérol. En fait, quand l'explosion de l'obésité et des maladies cardiovasculaires a commencé dans les années 60, l'être humain a voulu trouver le responsable, celui qui bouchait les artères. Intuitivement, on s'est dit qu'une graisse qui est solide à température ambiante, une fois dans le sang, allait rester solide, et donc boucher les vaisseaux sanguins. Ajoute à cela une putain de campagne de désinformation de la part des industriels du sucre et t'obtiens le coupable idéal. Les graisses saturées. Du coup, à partir des années 80, on a vu apparaître tous les produits allégés. Tu sais, les fameux produits light qu'on nous a incités à consommer pour réduire notre consommation de graisses saturées. Et quelques décennies plus tard, la première cause de mortalité dans le monde est... Ah bah non, les maladies cardiovasculaires. Et merde. Mais depuis une dizaine d'années, les mentalités changent, et une grande partie de la communauté scientifique commence à remettre en cause la dangerosité supposée des acides gras saturés. Après, c'est comme tout. Je te dis pas de t'en gaver non plus, mais ils ne sont pas aussi néfastes que ce qu'on a voulu nous faire croire pendant toutes ces années. Donc, si on regarde le taux de graisse saturée que consommaient nos ancêtres, il se situait entre 10 et 15% des apports caloriques. Il faut donc garder cette valeur comme point de référence, ni plus, ni moins. Ensuite, la deuxième ligne, ce sont les acides gras monoinsaturés, qu'on appelle aussi oméga 9. Leur particularité est qu'ils sont super stables grâce à une double liaison placée sur le 9e carbone. D'où le nom oméga 9. Alors là, on rentre dans la catégorie des très très bonnes graisses. C'est probablement la meilleure source de lipides que tu puisses trouver. Ils sont liquides à température ambiante et ils ont l'avantage de super bien résister à la chaleur. Ils sont donc parfaits pour cuire tes aliments. Et si tu t'intéresses à la cuisine, tu sais forcément que c'est les matières grasses qui emmènent le goût. Entre des légumes tout simples cuits à l'eau et des légumes marinés dans une bonne huile d'olive, tu choisis quoi toi? En plus, les acides gras monoinsaturés sont super bons pour la santé. Ils réduisent le LDL, le mauvais cholestérol. En gros, ils réduisent les risques de crever d'un infarctus ou d'un AVC de 50 piges, ce qui est plutôt cool. Ils amènent également les vitamines liposolubles des groupes A, E et K. Pour cuisiner, les deux meilleures sources d'acides gras monoinsaturés sont de loin l'huile d'olive et l'huile de noisette. Alors, l'huile d'olive, bon, t'en as forcément chez toi. Elle contient 71% d'oméga 9 et elle est parfaite en cuisson. Tu peux la faire chauffer jusqu'à 190 degrés sans problème. Son goût la rend succulente pour les assaisonnements et autres marinades. Bon, évidemment, je te parle pas de ces huiles espagnoles dégueulasses à 10 € le litre que tu trouves dans toutes les grandes surfaces. Non, là je te parle de la vraie huile d'olive. Extra vierge, sans acidité, pressée dans les 24 heures. D'ailleurs, très prochainement, on va se faire un épisode sur les meilleures huiles à avoir chez soi, donc si tu veux rien louper, oublie pas de t'abonner. Ensuite, tu as l'huile de noisette, et si tu connais pas, je te conseille vivement d'en utiliser. En plus d'avoir exactement les mêmes avantages que l'huile d'olive, elle emmène un petit goût subtil en cuisson, c'est juste trop bon. Avec 73% d'oméga 9, elle est l'huile la plus concentrée en acides gras monoinsaturés. Après, t'en trouves beaucoup dans la plupart des oléagineux, comme les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil, la pistache et bien d'autres. Si tu privilégies ce type de graisse comme source d'énergie à la place des produits sucrés, tu obtiens le combo parfait pour prévenir l'obésité. Que tu aies du poids à perdre ou non, retiens bien ceci. Plus de graisse monoinsaturée et moins de sucre. Bon, t'es toujours attentif? Bah oui, carrément, pourquoi? Parce que là, on va parler d'un principe hyper important. C'est même le principe fondamental de l'alimentation. Bon, si tu connais un peu le sujet, tu sais déjà de quoi on va parler. Si tu ne le connais pas, c'est l'occasion pour toi de comprendre l'un des plus gros problèmes de notre alimentation moderne. Quand on y réfléchit bien, le concept d'équilibre est ce qui définit le mieux tout ce qui stabilise la nature. Le fait qu'aucun élément ne surpasse les autres et ne prenne l'ascendant. C'est autant vrai dans un écosystème que dans ton propre corps. Lorsqu'un événement soudain perturbe un équilibre qui dure depuis des centaines et des centaines de milliers d'années, et bien tes gènes réagissent très mal, car ils ne sont pas adaptés. Eh bien il se trouve que l'un des plus importants équilibres qu'on a modifié en très peu de temps est le rapport oméga 3, oméga 6. À la différence des acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés ont plusieurs liaisons disponibles, ce qui les rend super instables. Si la première double liaison est sur le 3e atome de carbone, on dit que c'est des oméga 3. Si la première liaison est sur le 6e atome de carbone, on dit que c'est un oméga 6. Jusque là, c'est facile. Alors je vais pas tout détailler dans cette vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais garde bien en tête que ces molécules contrôlent un nombre incroyable de réactions dans ton corps. Ils interviennent par exemple dans la coagulation du sang, la pression artérielle, la sensation de douleur, les réactions immunitaires, le maintien des membranes cellulaires. Chez les filles, ils jouent un rôle prépondérant dans l'accouchement, et chez les garçons, ils permettent l'érection. Là, au moins j'ai ton attention. Et la grosse différence entre ces deux familles de polyinsaturés, c'est que les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire et les oméga 6 un effet pro-inflammatoire. Par exemple, après une séance de sport, les oméga 3 vont favoriser la réparation de tes fibres musculaires, et donc diminuer les courbatures et améliorer rapidement tes performances. Alors qu'un excès d'oméga 6 va ralentir la régénération des muscles, et donc ton temps de récupération.
Et ça fonctionne sur tous les exemples qu'on vient de voir. Les oméga 3 diminuent les réactions inflammatoires alors que les oméga 6 les amplifient. Pendant l'époque paléo, l'époque de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, leur alimentation leur apportait un équilibre 1 pour 1, c'est-à-dire une dose d'oméga 6 pour une dose d'oméga 3. Maintenant, devine quel ratio nous apporte notre alimentation moderne. Je sais pas, 5 pour 1? Oula non, 20 pour 1. Aujourd'hui, l'alimentation d'un Français moyen lui apporte 20 fois trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Oh putain. Ah oui, en effet, je comprends mieux. Mais du coup, c'est quoi qui va pas dans notre alimentation et qui est responsable de ce déséquilibre? Principalement deux choses. La première, c'est que depuis la naissance de l'agriculture, on a mis à la base de notre alimentation les céréales. En gros, les produits céréaliers sont devenus notre principale source d'aliments, alors que ce n'était pas le cas avant. Et tu l'auras deviné, toutes les céréales sont riches en oméga 6. Exactement. Et la seconde chose, c'est que depuis une cinquantaine d'années, on a arrêté de manger des aliments bruts pour manger des aliments fabriqués par les industriels. Et ça, mais alors ça a foutu un bordel dans notre santé, tu peux même pas t'imaginer. Parce qu'un industriel, quand il fabrique un produit, il utilise toujours des acides gras polyinsaturés. Et à ton avis, est-ce qu'il utilise des graisses riches en oméga 3 ? Bien sûr que non. Déjà, elles sont trop instables et il ne peut pas les chauffer. Et ça, l'industriel, ça l'emmerde, parce qu'il ne peut pas fabriquer la texture parfaite, celle qui va te montrer dans ses pubs pour bien te faire envie. Et puis c'est beaucoup trop cher. Non, lui ce qu'il préfère c'est utiliser des graisses ultra bas de gamme, bien raffinées, bien riches en oméga 6. Et ces graisses tu les connais, c'est l'huile de tournesol, l'huile de germe de blé, l'huile de maïs. Bref, tout ce qui est issu des céréales en fait. Ces huiles qui sont ajoutées en quantité astronomique dans les produits transformés, eh bien ça a complètement déséquilibré le ratio oméga 3, oméga 6. C'est ce qui explique qu'il y a 10 000 ans, on avait un rapport de 1 pour 1, et qu'aujourd'hui on a un rapport de 1 pour 20. Ok, je crois que j'ai compris. Si je résume, il faut diminuer les apports en oméga 6. Donc je réduis les céréales comme le pain, les pâtes, etc. Et surtout, je stoppe complètement les produits transformés. Mais pour augmenter les oméga 3, concrètement, je fais comment? Alors, les meilleures sources viennent de la mer, et surtout des eaux froides. Les maquereaux, les sardines, le saumon, le hareng, les crabes, les crevettes, etc. Ensuite, les oléagineux sont aussi une source très intéressante. Amandes, noix, pistaches, etc. Évidemment, tous les légumes, surtout ceux qui sont verts, choux, épinards, mâches, laitues, etc. Et les animaux aussi sont une bonne source d'oméga 3, mais à une condition, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'ils ne soient pas nourris aux céréales. Tout à l'heure, on a vu que nous, en tant qu'êtres humains, lorsqu'on consomme trop de céréales, on rompt l'équilibre entre oméga 6 et oméga 3. Et bien pour les animaux, c'est la même chose. Entre un bœuf qui a été nourri aux céréales et un bœuf qui a mangé ce qui est naturel pour lui, c'est-à-dire de l'herbe, le taux d'oméga 3 est multiplié par 4. Et c'est pareil pour tous les autres animaux et pour les œufs. Donc les produits animaliers, c'est ok, à condition qu'ils ne soient pas nourris au grain. Et en plus, c'est plus respectueux de l'environnement et du bien-être des animaux. Enfin, tu as les bonnes huiles végétales, qui sont l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix et l'huile de chanvre. Non, ce chanvre-là. Par contre, elles ne supportent vraiment pas la chaleur, donc pas de cuisson, juste de l'assaisonnement. Et pour finir, deux aliments super pratiques que tu peux parsemer de partout, la graine de lin et la graine de chia. Alors là, franchement, j'ai tout compris. Si je résume depuis le début, le plus important, c'est de diminuer les glucides. Et je privilégie les lipides comme source d'énergie. Donc je diminue ma consommation de céréales, j'arrête les produits transformés et j'augmente ma consommation de bonnes graisses. Alors parmi les graisses, il y a les acides gras saturés. Eux, pour les reconnaître, c'est facile. Ils sont solides à température ambiante. Je peux en consommer, mais je dois pas en abuser. 10 à 15% des apports caloriques, comme à l'époque paléo. Et la meilleure des huiles saturées, c'est l'huile de coco. Ensuite, les acides gras monoinsaturés, alors là, je peux y aller sans problème. Et les meilleures sources sont l'huile d'olive, l'huile de noisette et tous les oléagineux. Enfin, avec les acides gras polyinsaturés, là, faut vraiment faire gaffe. Tout ce qui est riche en oméga 6, c'est à bannir complètement, comme l'huile de maïs, l'huile de tournesol et tous les produits transformés. À la place, j'augmente mes apports en oméga 3 avec des bons poissons, des bons végétaux et des animaux seulement issus de pâturage. C'est exactement ça. Là, normalement, t'es bien calé sur les graisses. Mais vu que ça fait pas mal d'informations à retenir, je t'ai préparé un PDF qui va résumer tout ce qu'on a dit avec plus de conseils que dans cette vidéo. C'est gratuit, alors télécharge-le. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme l'a dit Alvin tout à l'heure, télécharge le document qui se trouve dans la description. Tu vas voir, on a mis plein de conseils dessus. C'est hyper pratique. Alors, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si t'as pas compris un principe, on est là pour t'expliquer. Et si t'as aimé la vidéo, mets-nous un petit like. Et si t'as envie de nous aider, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est vraiment de t'abonner à la chaîne et partager la vidéo avec tes amis. Merci et Ciao.